Bonjour. Nous avons vu dans le podcast précédent comment les répliques au théâtre se nuançaient en fonction du sens qu'elles doivent véhiculer et de l'impact qu'elles tentent d'avoir sur le public. Ainsi, on a vu par exemple, je vais reprendre les propositions de l'exercice, comment par exemple nous avons identifié le monologue, la réplique d'Harpagon comme étant un monologue, comme vous le voyez ici. Et nous avons dit que c'était un monologue parce que, donc, il commençait par l'indication scénique seule. Parfois, comme dans Tartuffe, on va trouver en soi-même ou quelque chose comme ça. Et quel que soit d'ailleurs le type de pièce, tragique ou comique. Nous avons donc vu comment le monologue était un développement assez lent d'un discours. Et donc, sur le plan quantitatif, il est important et que ce monologue ressemblait en quelque sorte à la tirade. Sauf que celui qui monologue peut être interrompu alors que dans la tirade, il n'y a pas d'interruption possible, en tout cas par les autres personnages. Et donc, nous avons aussi dit dans la leçon que ce monologue-là était l'occasion pour l'auteur, qui n'a pas de narrateur dans la pièce, de révéler les sentiments, la conscience, la psychologie, la personnalité cachée, l'autre face de la personnalité, le caractère, le véritable caractère du personnage, qui se livre à des aveux, à des déclarations très véridique, vais-je dire, parce que effectivement, il sent qu'il n'est pas observé, qu'il n'y a personne pour le juger. Et donc, c'est l'occasion de révéler la véritable nature du personnage et ainsi que ce qui tourne dans sa tête et dans son cœur. Nous avons également dit que nous avons parlé aussi des stichométies. Je préfère parler de la tirade d'abord. Alors, la tirade, on a vu que dans le dialogue entre Philinte et Alceste, dans l'extrait du Misanthrope de Molière, la deuxième réplique était longue. Philinte n'interrompt pas Alceste, donc c'est une tirade. Et nous avons remarqué comment cette tirade était relativement longue donc par rapport aux répliques ordinaires, aux répliques tout court, et que la tirade était souvent, elle est d'ailleurs toujours, l'occasion pour le personnage de convaincre, de persuader, de faire un portrait, de faire un commentaire des événements. Et donc on peut dire que d'une certaine manière, la tirade fait office au théâtre d'un commentaire de roman, par exemple, ou de nouvelle, d'accord, ou d'un portrait, d'accord. Voilà. Nous avons également parlé des apartés. Alors, les apartés, on en avait plusieurs dans l'extrait de Le Barbier de Séville de Beaumarchais, et nous avons dit que les apartés étaient des répliques qui étaient introduites par l'indication scénique à part, comme vous le voyez sur le document, et que donc, en général, un aparté, d'une part, il essaie de créer une ambiance de complicité avec le public, de s'attirer la sympathie du public, le soutien du public, en étant effectivement donné par, mais à haute voix. Évidemment, ce n'est pas un aparté de roman, par exemple, où le personnage parlerait pour lui seul, alors que là, il parle en fait pour le compte du public, même s'il ne s'adresse pas directement au public. Et donc les apartés étaient donc cela, un effort du personnage de se mettre du côté du public et de mettre le public de son côté. Pour les stichométies. Alors nous avons dit que les stichométies étaient une partie du dialogue théâtral
elles sont beaucoup plus fréquentes dans les tragédies, et que en tout cas, la pièce doit être en vers. Autrement, on ne saurait parler de stichométie sans qu'il y ait de vers. Là, on a vu que on avait des hémistiches. Tu le veux, lève-toi, six syllabes. Non, parlez, je vous écoute, 6 syllabes, etc. Et là, après, vous avez des vers de 12 syllabes. Donc, ou bien un vers entier, ou bien la moitié d'un vers. Nous avons dit comment les stichométies étaient, comment dire, une façon de mettre en scène un conflit, ou du moins une opposition dans les vues, les façons d'être, de se conduire, de voir les choses, et même d'agir. Et nous en avons parlé, n'est-ce pas, dans la dernière fois. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la production écrite qui va suivre. Enfin, voilà, on a tout dit, je crois. Oui. On va passer maintenant. Alors, monologue, aparté, tirade, et c'est tout. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de commenter d'interpréter plutôt chaque procédé dramatique dans les extraits qu'on vient de voir. Alors, voilà, vous avez l'objectif de la leçon, c'est une production écrite. Il s'agit d'interpréter donc les types de répliques dans les extraits de théâtre. Dans le monologue de l'avare, qu'on a eu l'occasion de voir et d'écouter, Molière dépeint l'étendue de l'avarice d'Harpagon, qui perd la raison dès qu'il s'aperçoit qu'on lui a dérobé son précieux argent. Comment est-ce que Molière arrive-t-il à faire le portrait de son personnage à travers la parole même de ce personnage? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le roman la caractérisation indirecte, c'est-à-dire que nous n'avons pas une description explicite où on nomme un chat, mais c'est à travers le discours du personnage qu'on dégage les traits de son caractère. Et donc on s'aperçoit que ce personnage d'Harpagon est d'une avarice sordide, qu'il est ladre, ridicule. Il est même prêt à y laisser la vie, tant il est cupide. Alors, il est tellement avide d'argent, il veut tellement cet argent coûte que coûte que il préfère cet argent à sa propre vie. Ne dit-il pas en effet « je me pendrai moi-même après » ? Alors il menace de se pendre, c'est-à-dire de se suicider, s'il ne retrouvait pas son argent. Et c'est une façon de faire du chantage, évidemment, à son entourage qu'on ne voit d'ailleurs pas dans la scène. Donc la fonction maintenant, la fonction dramatique du monologue est de mettre en lumière le ridicule d'une avarice sordide, c'est-à-dire vraiment d'une très indécente, très repoussante, voilà. Le personnage ne répugne par cette avarice. Harpagon dit « Ils me regardent tous et se mettent à rire ». Alors, il est conscient qu'on se moque de lui, mais on n'a pas l'impression qu'il voit très bien qu'il est ridicule. Passons maintenant à l'extrait de Phèdre. Alors évidemment, je vous rappelle que c'est une pièce tragique de Jean Racine, XVIIe siècle. Phèdre, c'est la femme de Thésée, c'est un roi d'Athènes. Elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Évidemment, c'est un amour incestueux. Donc, sa servante Œnone, qui est aussi sa nourrice dans la pièce, cherche à lui arracher un aveu pour soulager sa souffrance. C'est-à-dire, elle cherche à l'inciter, à l'exhorter à la parole, c'est-à-dire à avouer son secret profond. Or, quand bien même Œnone est la nourrice et la confidente de la reine, quelque chose les oppose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les personnages sont intimement liés par
l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre, un amour maternel de Non pour Phèdre, cela n'empêche pas que les deux personnages s'opposent par leur façon d'envisager le sujet de leur entretien. Et c'est là que les stichométies entrent en jeu pour marquer un dialogue difficile. Voilà. C'est la parole qui stagne, qui n'avance pas, qui se fige, qui se pétrifie au lieu de se développer. Alors là, vous avez je vois que nous avons ici une fonction assez particulière comment dirais-je, de ce genre de réplique, des stichométies, puisque normalement, les stichométies, elles dynamisent le dialogue et font avancer, accélèrent le rythme de l'intrigue. Alors que là, vous savez, le texte, qui évidemment, les phrases se succèdent, mais la parole, quant à sa teneur, à son contenu, est figée, stagnante. Phèdre, sans aller jusqu'au monologue, qui va illustrer cette difficulté du dialogue, en s'adressant à sa nourrice, et en usant d'un pronom de la troisième personne. Que lui vais-je dire? Alors, elle s'adresse directement à sa servante, mais elle la désigne par le pronom lui, qui normalement est une non-personne. Ici donc, ce n'est pas le monologue, comme on pourrait le penser, parce qu'il n'y a aucune indication, aucune didascalie qui dit que c'est un monologue. C'est l'expression, ce passage du tu au elle, qui est représenté ici par lui, qu'est-ce que je vais dire à elle, manifeste, montre, révèle cette difficulté à passer aux aveux. Donc les personnages ici, sans être antagonistes, ils ne sont pas en conflit, il n'y a pas de duel verbal où chacun cherche à l'emporter sur son interlocuteur, mais les deux femmes sont toutes deux, parce que ce qui est commun entre ces femmes, c'est qu'elles sont toutes deux des femmes de l'extrême. Cela veut dire que l'une est prise dans les filets d'un amour incestueux pour son beau-fils, et l'autre est victime d'un dévouement dévastateur envers sa maîtresse. Donc, l'une aime à la folie son beau-fils, alors que l'autre aime à la folie sa protégée, Phèdre, qu'elle a nourrie quand elle était toute petite. Les deux femmes sont dans un état de grande souffrance, donc ça, on est toujours dans les points communs. Mais les stichométies sont là pour nous dire qu'il y a quand même un contraste. Tandis que Phèdre se replie dans son silence, Œnone s'efforce de la faire parler. Voilà la différence, ce qui fait monter la tension entre les deux personnages. Pour le troisième extrait, nous avons plusieurs apartés. Et les apartés dans l'extrait de la comédie Le Barbier de Séville témoignent de la pensée intime des vrais sentiments et des vrais sentiments des protagonistes, qui cachent ce qu'ils pensent l'un à l'autre. Alors, évidemment, ils cachent ce qu'ils pensent quand ils parlent tout haut, comme l'indiquent les didascalies haut, haut. Alors que lorsqu'ils expriment ce qu'ils pensent vraiment, à ce moment-là, ils l'expriment sous forme d'aparté. Chacun des deux personnages, va user à volonté de ces apartés pour obtenir la complicité et l'approbation du public. Donc c'est une concurrence acharnée pour que chacun, mine de rien, pour que chacun puisse s'attirer les faveurs du public et le mettre de son côté. Pour le quatrième
Et dernier extrait, il va de soi que la tirade de Philinte n'est pas, que la tirade n'est pas la réplique de Philinte. Donc la réplique de Philinte n'est pas une tirade parce qu'elle se termine par 3 points de suspension, donc il est interrompu. Donc voilà. Donc normalement on ne devrait pas être interrompu quand on est l'auteur d'une tirade. Et en plus, sa réplique est plutôt courte. En plus, ce dernier, n'ayant pas réussi à aller jusqu'au bout de sa pensée, ayant été interrompu par son ami Alceste, voire les 3 points de suspension. Par contre, la réplique d'Alceste, le héros de la pièce d'ailleurs, est bel et bien une tirade. Elle s'étend sur un grand nombre de vers. D'abord, vous avez beaucoup de vers. Et que, en sus, la pensée se déploie sans obstacle, c'est-à-dire, il s'exprime librement, à son aise, et va jusqu'au bout de sa pensée. Donc, une pensée totalement exprimée. La tirade d'Alceste a pour but de valoriser un point, ça c'est la fonction de la tirade, de valoriser un point de vue paradoxal sur les hommes. Alors évidemment, en quoi il est paradoxal ce point de vue? En quoi il s'écarte de la norme, de ce qui est habituel? Bien par la fréquence des hyperboles. Et ces hyperboles, dans la bouche d'Alceste, montrent que c'est quelqu'un qui est extrémiste. Il est admirable, il est intègre, il est loyal, mais il pêche par excès, il abuse. Et c'est cet abus qui est, selon Molière, répréhensible et critiquable. Molière fait briller le personnage par un amour de la vérité et de l'honnêteté des plus rares. Donc, c'est, je pense, la seule pièce de Molière où le personnage principal n'est pas ridicule au sens de grotesque. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas comme les autres et en cela il nous fait un peu sourire, mais il est admirable, mais c'est un homme idéal, parfait. Je reprends donc, Molière fait briller le personnage par un amour de la vérité et de l'honnêteté des plus rares, ce qui est tout à son honneur, mais ce dernier nous fait sourire, car cette droiture ne fait pas de quartier, elle est impitoyable, d'indulgence, de tolérance. Elle est intolérante, elle est raide. Le personnage est bourru, est guindé. Elle est absolue, cette droiture. Et c'est cela qui la rend risible. Je crois que c'est la seule comédie de Molière où le héros n'est pas grotesque, mais admirable. On a juste envie qu'il ait plus de compassion pour les faiblesses des hommes. Je me souviens que Musset, c'est vrai que je m'en souviens, c'était il y a presque maintenant 24 ans, que Musset, venant d'assister à la représentation du Misanthrope, a écrit « Quand on vient en rire, on devrait en pleurer ». C'est-à-dire que l'histoire, c'est vrai, c'est une comédie, mais comme il dit lui-même, Musset, il dit « On rit, oui, mais dans l'âme ». Ce n'est pas le rire à belles dents. On ne rit pas de toutes ses dents. On est, comment dirais-je, triste à la fin de la représentation. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours me les poser via l'administration et j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine pour l'extrait suivant. Essayez de consulter le manuel pour les questions et je vous donne rendez-vous pour lundi. À bientôt.